vous vivez trois, en fait, lames de fond de modification de votre environnement qui sont absolument majeures, et c'est assez rare, surtout, de les avoir de manière quasiment concomitante. D'autres secteurs vivent des évolutions fortes, mais généralement pas tout en même temps. Je m'explique. La première, vous l'avez déjà un peu derrière vous, c'est le tsunami du remplacement de l'argentique par le numérique, hein, qui évidemment a changé complètement les techniques de prise de vue, mais ce n'est pas la plus importante, il a complètement transformé en profondeur la filière. Bon, simplement maintenant, il y a deux nouveaux phénomènes qui sont en cours, qui arrivent et qu'il ne faut surtout pas négliger. Un premier phénomène qui est autour de la place même, de la nature même de l'image et de la place qu'elle a dans la société et par rapport aux attentes de votre client, du consommateur. Donc, une évolution en matière de nature du produit, alors qu'avant c'était dans la technique de production, vous aviez eu cette évolution, et une autre très forte évolution qui est dans la commercialisation. C'est-à-dire que là où vous étiez dans une forme de contact par le studio, par le magasin, etc., le web révolutionne complètement les méthodes de contact entre le photographe et son public. Sur le premier sujet que vous avez ici sous les yeux, sous les usages sociétaux, ce que je veux dire, vous en avez certainement conscience, c'est qu'on est là dans une révolution d'usage qui est quasiment permise par la technique, le numérique, qui est quasiment comparable au remplacement de la peinture à l'huile par la photographie ou de la banalisation massive qu'il y a pu y avoir à la prise de vue dans les années 50, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on est face à une massification de la prise de vue par les smartphones et par les objets connectés, et cette massification, cette explosion vraiment véritablement exponentielle du nombre d'images, prises par tout moyen qui évidemment vous font dresser les cheveux sur la tête par rapport à la qualité de l'image, cependant est bien là des volumes absolument monstrueux d'images qui se développent. Deuxièmement, vous avez par rapport même à cette prise de vue, une automatisation de certaines formes de qualité de cette prise de vue qui fait que, même prise par un non-professionnel dans des conditions difficiles, ça s'améliore. Vous avez la post-production, la numérisation derrière, pareil avec le logiciel, qui a pu améliorer ces éléments-là. Et puis surtout, vous avez la diffusion. C'est-à-dire que la diffusion ne suit plus du tout les mêmes canaux qu'auparavant. Elle est instantanée, elle passe par les réseaux sociaux, etc. Et tout ça, ce qui peut sembler purement une évolution technique, en fait, change complètement l'image que le grand public peut avoir de la photo et son usage qu'il peut en avoir, et notamment, évidemment, par rapport au marketing personnel, au personal branding. Alors, évidemment, on a toujours été narcissique, on a toujours eu envie de diffuser sa propre image, voilà. C'était pas le portrait à l'huile dont je parlais tout à l'heure, sauf que là aujourd'hui, ça prend une dimension évidemment massive permise par les réseaux sociaux, et ce phénomène-là induit évidemment une vision de cette image et une attente par rapport à cette image complètement différente du passé. Je ne parle même pas de la vidéo qui est en train aussi de prendre, dans certains cas, le pas sur l'image fixe elle-même. Bon. Donc, une première évolution lourde qui impose, à mon avis, un repositionnement, j'y reviendrai tout à l'heure, un repositionnement de « je suis photographe », quelle est véritablement ma valeur ajoutée dans ce système-là? Est-ce que ma valeur ajoutée, elle est toujours principalement sur la prise de vue? Est-ce qu'elle n'intervient pas aussi dans d'autres domaines? J'y reviendrai. Deuxième évolution, c'est celle donc des attentes du client et donc sous-entendu dans cette relation client, cette relation commerciale. Je ne reviens pas sur des éléments qui sont communs un peu à tous les secteurs du commerce, sur ce client qui est individualiste. Pour moi, c'est une tendance lourde, qui est même multiséculaire et qui n'est absolument pas un phénomène de mode, donc il faut le prendre pleinement en considération. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que son besoin explose en une individualisation complète, une personnalisation, une attente de la part de celui qui est en face de lui, donc de vous, par rapport à la compréhension de ces attentes spécifiques de lui, individu, qui n'est plus marqué parce qu'il est d'un certain groupe, d'une certaine origine sociale, etc., mais qui choisit ses propres valeurs, qui est en attente de quelque chose, qui est en attente aussi d'une émotion, d'une histoire, qu'on lui raconte une histoire, sa propre histoire même dans beaucoup de cas pour ce qui vous concerne. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose que vous avez très bien su faire, qu'il faut vous continuer à savoir faire, c'est bien ce décryptage de l'attente pas forcément exprimée ni révélée de ce besoin, et notamment autour du personal branding.
de la perception de ce qu'il attend de l'usage de l'image, et pas simplement sa description technique, de son nombre, de son cadrage, etc., mais véritablement quel but doit avoir cette image, de façon à pouvoir vous positionner, comme beaucoup d'entre vous le font très très bien aujourd'hui, sur des nouveaux types de prestations, des nouvelles images qui répondent justement à ces nouvelles attentes sociétales. Troisième sujet, qui est un sujet alors, qui est moins une révolution, là, hein, qui est plus quelque chose autour de la réglementation. Voilà. Vous êtes une branche qui a plusieurs sujets, une complexification. Là, vous n'êtes pas original en la matière, puisque la réglementation n'est pas, malgré tous les chocs de simplification, quelque chose qui s'améliore véritablement avec le temps. Le premier point qui nous a été beaucoup souligné, c'est le problème des statuts. Puisque le social, normalement, répond à un certain statut, la photographie sociale, qui n'est pas celle des photographes d'art ni celui de presse, et pour autant, il s'avère qu'il y a des décloisonnements entre, justement, l'art et le social qui est nécessaire. Ensuite, vous avez un nouveau phénomène qui apparaît, qui est strictement considérable, c'est celui de la micro-entreprise. Il faut quand même savoir que la population salariée de votre branche a été divisée par 2 en 5 ans, est passée d'environ 14 000 à 7 000, alors que pendant ce temps-là, le nombre de micro-entrepreneurs a pris, même en 3 ans, sur une période plus courte, a pris quelque chose comme 27%, quelque chose comme ça. Enfin, on est sur une population qui est passée de 14 à 17 000. Donc on voit qu'il y a un effet de ciseau d'une rapidité absolument considérable par rapport à ce statut, qui traduit là un phénomène sur lequel je reviendrai dans un instant. Toujours est-il, en synthèse, que vous avez différents statuts qui sont un maquis absolument incompréhensible. Il y a peut-être ici, effectivement, des personnes qui veulent se mettre à leur compte et qui ne saisissent pas très très bien les aspects de répertoire des métiers, RCS, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, etc. Tout ça d'une très grande complexité. Et en plus, ce n'est pas simplement que c'est complexe, c'est que ça génère des distorsions de concurrence par rapport à des problématiques de TVA, par rapport à des problématiques de charges sociales, par rapport à des problématiques d'impôt sur les sociétés, qui font qu'il y a une sorte de maquis d'une certaine complexité qui ne donne pas les mêmes cartes pour tout le monde sur ce sujet-là. Donc des distorsions concurrentielles problématiques. Vous avez une deuxième dimension de réglementation qui est autour, qui est là pour le coup plutôt protecteur et plutôt un avantage, tout au moins pour l'instant, autour de la photographie scolaire, hein, comme vous le savez, qui est assez bien cadrée, et celle d'identité, qui peut par cette protection, vous porter. Je le crains que provisoirement, du fait peut-être de l'évolution de certaines techniques biométriques qui pourraient remettre en cause, en tout cas, cette notion de photographie d'identité comme marché véritablement alternatif. Pour terminer sur ces éléments-là, le dernier sujet, qui est celui des technologies. Ça peut paraître bizarre de le faire apparaître en dernier, alors que c'est un phénomène qui a été majeur. Je le fais apparaître en dernier parce que vous avez encaissé, hein, d'une certaine manière, l'évolution du numérique. Je dis, faites attention quand même, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui arrivent un petit peu en bordure, et qui sont un petit peu mis de côté par certains professionnels. J'entends les drones, j'entends tout ce qui va être autour du virtuel, de la réalité augmentée, de la création d'images qui peut être créée directement par ordinateur, tout ce qui est autour de l'impression 3D qui permet de délocaliser, de mettre au plus proche l'édition de certains objets, la photographie 360 avec tous les casques de réalité virtuelle, etc., qui sont aux frontières, qui semblent des marchés faibles aujourd'hui, mais attention, ce sont des marchés qui peuvent se développer, et c'est des marchés surtout qui peuvent être pris par d'autres types d'acteurs, qui sont aujourd'hui les acteurs du multimédia, qui vont être les acteurs les GAFA, qui vont être, etc. Donc attention à ça, attention de ne pas rejeter ou considérer comme négligeables tous ces éléments-là. Et puis évidemment, tout ce qui est autour du rapprochement photo-vidéo, quelque chose d'aussi assez fondamental. Vous avez vu la complexité de notre métier et surtout l'étendue des gens à qui on parle. On parle des micro-entrepreneurs, on parle des petits artisans, on parle des petits commerçants, on parle des grands commerçants, on parle des vendeurs de matériel, on parle des vendeurs des photos scolaires, des photos en maternité, on parle des sites web, on va de l'adhérent du plus petit adhérent possible
et petit n'est pas péjoratif dans ma bouche évidemment, mais du petit artisan dans le petit village local jusqu'à Photobox qui est adhérent chez nous, l'industrie. On est très très large dans les métiers qu'on représente. Et évidemment, il faut avoir une vision très large de nos métiers, c'est ce qu'on essaye de faire dans cette branche. Et c'est pour ça que je vais vous parler de l'avenir de la fédération pardon, oups, j'ai failli louper. Parce qu'on s'appelait il n'y a pas longtemps la fédération du négoce photo, on s'appelle maintenant la Fédération nationale de la photographie. On monte d'un cran. Alors, 2017 pour nous, c'est une nouvelle ouverture, bien sûr, et c'est un choix stratégique. Ce choix stratégique, il part de l'étude d'Ambroise Bouteille et il est de dire notre métier évolue beaucoup, il faut absolument qu'on accompagne ça du mieux possible au niveau de la branche, il faut qu'on travaille là-dessus. Première décision de cette année, on va rejoindre la CNAMS. Qu'est-ce que c'est la CNAMS? C'est la Caisse nationale des artisans. Michel Duvel est là, elle va vous en parler bien mieux que moi. Elle va vous dire ce que ça fait, à quoi ça sert et pourquoi on la rejoint. Notre idée est d'aider le plus possible le monde de l'artisanat. On est là pour ça. La deuxième chose qu'on va faire, c'est cette ouverture aux micro-entreprises. Nous avons demandé à la G2R d'avoir une couverture santé pour cette micro-entreprise. C'est pareil. La micro-entreprise, ça fait peur, ça fait pas peur, c'est compliqué, c'est de la distorsion de concurrence. Oui, en partie. Mais en même temps, c'est 17 000 micro-entrepreneurs dans la photo, c'est 17 000 entrants possibles dans notre métier. On ne peut pas dire que ces gens-là n'existent pas. Donc, il faut qu'on s'en occupe. Et s'en occuper, c'est commencer par essayer des couvertures sociales, essayer le plus possible, nous, de les accompagner, de leur monter les bonnes pratiques, de faire de la formation pour eux, qu'on retrouve un régime pour ces gens-là qui soit correct et qu'on n'aille pas vers la paupérisation. Parce que l'ubérisation de la société est un truc très grave pour nous tous. Et je pense que le président Koberlé va vous en parler un petit peu après moi. Donc, on a décidé, on va aider un petit peu ces micro-entreprises. Un petit aparté sur les identités. Arthur a fait un petit mot très gentil tout à l'heure. C'est vrai que Laurent, je ne sais pas s'il est encore là, Laurent est parti, je pense. Donc Laurent Courceau est un très très actif sur la photo d'identité avec moi, bien sûr. Vous savez qu'on a réussi notre pari. Le pari était d'accompagner l'État dans la dématérialisation des photos d'identité. On l'a fait l'année dernière, on est bien, c'est fait, ça marche. J'ai eu le directeur de la sécurité routière, c'est lui qui est chargé de s'occuper de ça, du déploiement avec le ministère de l'Intérieur. La très très bonne nouvelle pour nous, c'est que nous avons les félicitations du ministère de la Sécurité routière pour le déploiement que vous avez fait. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que l'arrivée des primo-accédants, c'est-à-dire les gens qui vont entrer dans les auto-écoles et qui vont passer leur permis de conduire, vont rentrer chez nous, vont utiliser notre système à partir de maintenant, et que le déploiement final des auto-écoles, c'est avant novembre 2017. Donc, fin novembre 2017, la France entière est entièrement dématérialisée en photo d'identité pour le permis de conduire. La feuille de route de la fédération, elle est tracée, elle est écrite, je viens de vous la donner. Et vous me voyez venir. On va sortir le deuxième petit papier vert. On a fait simple, on a pris que des papiers verts. Celui-là. Alors celui-là, ça dit quoi? Ça a marqué « Bulletin d'adhésion FNP ». Je vous explique. On est bien gentils tous. On est tous bénévoles dans cette fédération, il faut s'en souvenir. Mais nous, sans vous, ça ne sert à rien. On a besoin de vous. On a besoin de vous, pourquoi? Parce qu'on n'a pas toutes les compétences. Et on a besoin de compétences pour nous aider. Merci déjà de votre invitation et surtout merci à la Fédération d'avoir rejoint la CNAMS. Alors vous allez voir pourquoi je vous dis CNAMS, parce que si je dis CNAMS, on me confond avec l'assurance maladie, ce qui n'a strictement rien à voir. Donc la CNAMS, c'est la Confédération nationale des artisans métiers de services et fabrication. Donc nous sommes une des confédérations qui compose une des interpros, puisque dans les 3 interprofessionnels, il y a le MEDEF, la CGPME qui aujourd'hui est devenue CPME et l'UPA qui est devenue l'U2P. Tout l'intérêt d'être à la CNAMS, c'est aussi de vous impliquer à travers les instances, puisque nous, on va solliciter maintenant la fédération lorsqu'il y aura des mandats occupés dans les caisses de retraite, dans les instances telles que AG2R ou d'autres, lorsqu'il y aura des élections au RSI, lorsqu'il y aura des choses à mettre en place au niveau du FAF-CEA. On a instauré des commissions de travail au sein de l'U2P
Et on est à la DGE aujourd'hui, on est sollicité, puisqu'il y a un groupe de travail qui va se mettre dans les jours prochains en place à la DGE sur ce qui est la problématique des marketplaces et justement de l'ubérisation des métiers. Pour vous parler de l'ubérisation des métiers, nous, on en a beaucoup parlé chez nous, puisqu'on a un métier de service qui a été le premier, et on l'a vu dans la presse, ce sont les taxis avec Uber, puisqu'il y a eu un procès des taxis contre Uber que les taxis ont gagné, hein, donc sur justement ces plateformes, sur toutes ces choses-là. Donc si la fédération ou quelqu'un de chez vous, parce que j'entends aujourd'hui, j'ai vu quelques intervenants qui travaillent sur ces sujets, de la place de ces nouveaux modes de consommation, de ces nouvelles plateformes, ces nouvelles façons de consommer, eh bien, ils sont les bienvenus. On va vous interroger. Il faut surtout être participatif, parce que là, on vous défendra que mieux si vous êtes avec nous. C'est vrai que la relation avec la branche professionnelle, hein, donc je dirais aussi, puisque là, je dirais nos clients, hein, c'est bien la branche, donc tant les organisations patronales hein, que syndicales de salariés. Donc la relation remonte aux années 2000, hein, puisque là, il n'y avait pas d'obligation, mais la branche professionnelle a voulu se doter d'un régime de prévoyance. Donc là, pour la couverture des salariés, donc sur la partie incapacité de travail, invalidité, décès. Non, donc bien sûr sur base d'appel d'offres. En 2012, donc là aussi, hein, la branche professionnelle avait anticipé la loi de généralisation de la complémentaire santé, hein, puisque cette loi fait obligation à toutes les entreprises de couvrir leurs salariés au 1er janvier, donc d'une couverture santé. Donc là, la branche, même chose, donc a lancé un appel d'offres et donc a retenu AG2R et a recommandé AG2R pour la gestion du régime donc, des salariés. Là aussi, la branche professionnelle a voulu innover, hein, puisque dès 2012, donc, on nous a demandé de créer le même produit pour les travailleurs non salariés. Hein, donc à la fois une couverture pour les salariés et pour les non salariés. Donc la fédération donc, nous a demandé donc, d'élargir l'offre des TNS et de l'ouvrir aux auto-entrepreneurs. Donc, puisque par rapport à ça, je peux être auto-entrepreneur et avoir besoin aussi de me couvrir pour mes risques santé. Vous offrez quel type de formule ? Alors, on a ce qui avait été voulu d'ailleurs à l'époque hein, pour les travailleurs non salariés, donc que ce soit des formules relativement, je dirais, faciles, à la fois dans le choix et dans le tarif, hein, puisqu'on est sur un tarif prédéterminé par avance, hein, puisque la tarification globalement s'est faite sur une base de 7000 TNS à peu près. Hein. Donc sachant qu'on a un régime de base. Et puis on a deux formules donc, qui sont améliorées en fonction de ce que le TNS ou l'auto-entrepreneur demain veut consacrer à sa santé. Oui, on le disait tout à l'heure, hein, et je pense que c'est d'autant plus important, hein, puisque vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, il y a un grand projet hein, du ministère et du gouvernement de rapprocher les conventions collectives. Hein. On est à peu près aujourd'hui à près de 700 conventions collectives. L'objectif annoncé était moins de 200. Alors moins de 200, ça peut aller de 200 à 150, voilà. Donc il est vrai qu'il est important de voir que des professions qui regroupent aujourd'hui, on l'a dit, hein, enfin je crois que c'était dit tout à l'heure par Monsieur Bouteille, hein, c'est qu'à un moment donné on est parti de 14 000 salariés, on est aujourd'hui à 6 500, 7 000 salariés, nous dans le régime de prévoyance. Donc, ce qui veut dire qu'on a quand même eu, on a vu cette profession, on a accompagné cette profession dans la diminution des effectifs. Par rapport à ça, il est important donc, que la fédération puisse aussi fédérer un certain nombre de choses. Et on l'a vu donc avec le régime de prévoyance dès 2000, hein, entre 2000 et 2002. On l'a revu avec le régime de frais de santé. Et puis c'est vrai que c'était à nouveau redit ce matin. Face aux photos d'identité, finalement, la profession avait deux possibilités. Hein. C'est soit on acquiesçait et on perdait la photo d'identité, ou soit on tentait de se structurer et on allait de l'avant et on proposait quelque chose justement qui pouvait permettre, et puis là on ne s'adresse pas à n'importe qui, ministère de l'Intérieur, donc c'est pas un ministère le plus pratique et le plus commode pour les discussions. Et je trouve que quand on échangeait ensemble, je disais qu'on voit là une profession qui veut aller de l'avant hein, et qui prend vraiment son sort en main.
Cartographie des métiers. Qu'est-ce que c'est une cartographie? En fait, c'est un site internet qui permet de présenter les métiers d'une branche, de montrer comment on y accède, quelles en sont les missions, quelles sont les compétences qui sont afférentes. Généralement, ça a pour objectif d'augmenter l'attractivité, enfin la visibilité, on va dire, et l'attractivité d'une branche de façon à attirer des talents. Là, c'est pas le but. C'est pas le but, pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu, les perspectives de développement de l'emploi salarié ne sont pas considérables, les développements des marchés ne le sont pas non plus, et là on est beaucoup plus dans un objectif qui est à l'égard d'entrants ou de personnes qui souhaiteraient rentrer dans la profession ou ceux qui les conseillent, d'une part, de leur dire, et d'autre part de ceux qui y sont déjà et qui aimeraient savoir comment, finalement, par rapport à toutes ces mutations-là, acquérir les compétences nécessaires pour arriver à relever tous ces défis qui sont considérables et qui ont bien été développés. C'est finalement, le but, c'est de rendre visibles les exigences réelles de ce que c'est être photographe dans une entreprise de photographie, que ce soit dans le domaine de la prise de vue, du commerce ou autre. D'où un petit peu, en deux mots, à quoi va ressembler cette cartographie. Elle va être présentée en 3 pôles, et comme vous le remarquez ici, donc un pôle pilotage de l'entreprise, un pôle vente et relations clients, et un pôle créatif et technique. Ce n'est pas du tout un organigramme d'une multinationale. Ça veut dire que si vous êtes tout seul et que vous mettez à votre compte, c'est l'ensemble de ces pôles que vous devez maîtriser en termes de compétences. Et très volontairement, vous voyez, ça peut être un peu éventuellement surprenant, c'est que la dimension technique est vraiment en 3e position. C'est-à-dire qu'il a été considéré qu'il y avait un message derrière ça qui était à faire passer. C'est que la première compétence, même en tant que micro-entrepreneur, chef d'entreprise, etc., la première chose qui sera absolument impérative, c'est d'être capable de bien positionner son entreprise, positionner son offre, bien comprendre, de sentir quel est son marché, de trouver un positionnement original par rapport à ce marché, de définir une offre par rapport à ça qui soit significative, et que le 2e pôle, c'est bien celle de la relation client. Je crois que ça a été très très clair ce matin, ça a été très clairement réexprimé là. C'est là que va se jouer la différence dans cette capacité à comprendre la personne qu'on a en face, à entretenir, établir une relation avec elle. Aujourd'hui, en France, il y a 3,5 millions de femmes et d'hommes qui travaillent dans le commerce. Si on fait l'addition de l'ensemble de nos fédérations, il y a à peu près 70% des personnes qui sont représentées par le CDCF. Alors je vous le dis tout de suite, contrairement, nous ne sommes pas un négociateur paritaire. C'est-à-dire qu'on s'occupe, nous, de tout ce qui est commerce, tout ce qui est économique et de ce qui est métier. Et aujourd'hui, c'est plutôt dans ce cadre-là que je viens vous parler et de vous dire que le CDCF aujourd'hui, par rapport au présidentiel, a envie de peser et faire reconnaître le commerce à part entière. Et une chose qui est importante, c'est de ne pas d'opposer les choses. C'est pour ça que je vous ai dit, on est autant dans les centres-villes et on représente les indépendants que la grande distribution. Les politiques veulent dire, bah, attention, les centres-villes, ils sont morts parce que la grande distribution périphérique a monté. C'est-à-dire que si on rentre dans ce débat-là, on ne pourra pas défendre nos intérêts. Alors c'est vrai qu'il y a eu des erreurs d'un côté, des erreurs de l'autre, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait pour défendre les métiers du commerce? Et clairement, aujourd'hui, nous avons l'agriculture et l'industrie. Quand vous regardez les présidentielles qui sont bien représentées, où on se pose des questions pour eux. J'étais la semaine dernière avec M. Niborel qui représente les services. Lui, c'est 10 millions de personnes et il a du mal à se faire entendre. Aujourd'hui, il suffit qu'une entreprise avec 300 personnes ait un problème. Industrie, tous nos politiques en parlent. Médiatiquement, ça fait quelque chose. Je veux dire que vous représentez 10 000 personnes. Je dirais que quand on voit tout ce que votre métier a vécu comme transformation, qui, au niveau politique, s'est occupé de vous? Alors, aujourd'hui, on va se servir au niveau du CDCF des présidentielles. On en parle pas mal, je regardais la télé hier, pour essayer de peser un petit peu sur nos politiques. Et qu'est-ce qu'on a envie de leur dire? On a envie de leur dire que le commerce, si on ne fait rien, aura un certain nombre de problèmes pour préserver l'emploi. Pourquoi? Parce qu'on a 3 révolutions technologiques. Et si je vous parle à vous, c'est que vous avez déjà, peut-être avant les autres, connu cette révolution technologique. Une
importante, c'est la vente sur le net. Ça va de 40% pour les biens culturels. Dans le textile, c'est de 15%. Je pense que vous êtes autour des 25%. L'alimentaire s'y met, mais petit à petit, ce qui veut dire qu'aujourd'hui en France, on a à peu près 7% des produits de consommation qui sont vendus sur Internet. Donc première révolution, on ne peut pas avoir les mêmes choses quand on a un chiffre d'affaires qui baisse que quand on a un chiffre d'affaires qui est en train de monter en termes de volume. Première révolution. Deuxième révolution, celle-là vous l'avez vraiment connue, c'est la révolution technologique, en passant de l'argentique au numérique. Mais je dirais que pour les autres entreprises, c'est beaucoup plus insidieux, c'est la numérisation de l'ensemble des données. Ça a commencé par les factures, et puis après par les inventaires. Aujourd'hui, on est en train de se poser des questions sur l'utilité des caissières. Regardez le dernier film de Amazon à Seattle, leur magasin, en disant finalement, on n'a plus besoin de caissières. Donc, deuxième révolution technologique. Et puis la troisième, vous y êtes un peu moins exposé, si je peux me permettre au niveau de la photo. Vous avez aujourd'hui le fait que le prix du travail dans les entrepôts est devenu, au niveau des entrepôts automatisés, au même niveau que les entrepôts exploités par des hommes et des femmes. À 18 € de l'heure. Sans pénibilité, sans grève, sans dimanche à travailler. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand vous êtes un entrepreneur, vous faites de la logistique, vous voyez vers où ça peut aller. Donc à un moment donné, comment peut-on aider les commerçants à se moderniser? Et derrière, en termes de crédit d'impôt, qu'est-ce que l'on peut faire? Deuxième plan important pour nous, c'est tout ce qui concerne la formation. Vous avez parlé de qualification, vous avez parlé, moi j'étais à un déjeuner aujourd'hui, on parlait de certification dans le métier de la Fédération parfumerie sélective, c'est comment on peut amener à certifier l'ensemble des collaborateurs qui puissent avoir un vrai vécu et que derrière ça permette aussi de dire c'est un vrai métier et une valorisation du métier. Et puis moi j'ai vécu également en Suisse et j'ai travaillé en Autriche, je dirais que la revalorisation, je ne parle même pas d'argent là, la revalorisation du travail par l'apprentissage ou l'alternance me paraît quelque chose d'important dans nos métiers. Et à un moment donné, là aussi, comment on peut vous aider, comment on peut faire en sorte que l'on puisse prendre un apprenti, comment on peut prendre quelqu'un en alternance. Il y a quand même quelque chose qui n'est pas très logique, c'est qu'aujourd'hui la collectivité, elle va payer pour que quelqu'un, au-delà de ses 25 ans, puisse devenir un médecin, un avocat. Et puis, j'ai rien à dire contre ça. Mais d'un autre côté, pour un apprenti qui pourrait venir dans une entreprise de commerce, c'est l'entreprise qui doit le payer, voire même des fois l'apprenti qui fait. Donc, comment peut-on faire également pour qu'on repartage? Et je dirais que dans nos métiers, il y a vraiment quelque chose de positif, c'est comment on peut insérer l'ensemble des jeunes. Il y a 25% des jeunes, c'est leur premier travail. La restauration également, et puis surtout on intègre 25% de jeunes qui n'ont pas de diplôme. Et ça c'est notre rôle au niveau du commerce. Alors peut-être moins au niveau de vos métiers, mais clairement je crois qu'il y a pas mal de passionnés aussi, et que comment on peut intégrer des gens, et je dirais faire en sorte qu'on ait des conditions qui puissent le faire. C'est la simplification. Je sais pas, moi j'ai une fille, elle n'est pas dans le commerce, elle a monté son entreprise, elle était auto-entrepreneur. Là, elle est passée en SARL. Là, elle appelle le papa en disant « Papa, tu peux m'arranger ça ?» Je veux dire que sincèrement, la simplification, et déjà vous parliez de RSI, de machin et compagnie, mais je dirais que moi j'ai passé des week-ends, d'ailleurs le week-end dernier aussi. Je dirais, il faut quand même que les administrations comprennent que quand on a une entreprise avec, qu'on est tout seul, auto-entrepreneur ou même 2 salariés, j'ai eu la chance de travailler dans les grands groupes. C'était facile, je passais ça au comptable, au financier, puis au juridique, débrouille-toi. Quand on est seul, je dirais que derrière on perd du temps et on ne fait pas son métier. Et là, à un moment donné, il y a un vrai souci. Je dirais que là aussi, on peut se dire, mais quand je regarde ce qu'on fait, et qu'on soit clair, je ne vais pas vous dire que la Suisse ou l'Autriche c'est parfait, parce que sinon j'habiterais pas en France, je suis content d'être en France, mais il y a quand même des bonnes pratiques, et au niveau de tout ce qui est entreprise de moins de 50, de 1 à 50, il y a quand même dans ces pays-là beaucoup plus de choses à aller chercher. En fait, 70% aujourd'hui des clients vont sur le net avant d'aller en magasin.
70%. Ça ne veut pas dire que 70% achètent, mais d'abord, ils vont sur le net. Pourquoi? Pour regarder la géolocalisation, où est le magasin, regarder les horaires, regarder les prix. Oui, regarder les prix, regarder les promotions, regarder les plans de fidélité. Est-ce que j'ai des points? Est-ce que je peux profiter de telle ou telle chose? Aller sur les blogs, regarder le protocole d'application de tel ou tel produit, de communiquer. Mais en fait, il n'y en a que 15% qui achètent sur le net. 15%, pas plus. Et donc 5% achètent en click and collect. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne vont pas le chercher, ils ne veulent pas attendre chez eux, ils vont le chercher en magasin. Et ça, c'est en train de progresser énormément, énormément. Alors nous, c'est bien parce qu'on les récupère en magasin. Et là, il faut faire attention, il ne faut pas qu'ils perdent de temps. Et puis ce qu'on essaye de faire, c'est pas être comme, j'ai rien contre Darty, mais je dirais que les box, c'est pas notre truc, c'est plutôt de remettre ça dans un petit sachet et de parfumer et puis de demander s'il y a quelque chose. Puis on essaye de faire une vente complémentaire. Et donc le petit message que j'ai envie de vous donner, parce que je vous ai entendu sur la dernière table ronde avec Valérie et Laurence et Ludivine, c'est Internet est important. Facebook, sincèrement, ça ne fait pas vendre, mais ça donne une bonne image. C'est une image. L'important, c'est qu'on puisse communiquer avec vous. Ne vous trompez pas. Vous n'avez pas les moyens de vous faire un YouShop ou autre, enfin, pour faire de la vente. Mais ayez un site ou quelque chose qui permette la relation avec vos clients. Donc ça me paraît important. Hein. Je rappelle, 71% des clients vont d'abord sur un site avant d'aller en magasin. Donc ça, si vous ne l'avez pas, vous loupez vos clients quelque part, parce que d'autres l'auront. Et puis la deuxième chose, c'est de faire notre métier de commerçant, être compétent et que les clients passent du bon moment. Donc pour moi, important de vous dire, on est là en termes de structure CDCF pour vous aider. Je vous ai dit ce qu'on allait faire dans les présidentielles, ça c'est un peu mon boulot maintenant. Puis derrière, je voulais vous donner ce message, c'est votre métier, il va continuer à partir du moment où vous le faites bien et les clients n'attendent que ça, c'est d'avoir cette relation. Aujourd'hui, il y a un peu de digitalisation, c'est un besoin, ils sont comme ça et il faut leur donner. Merci de votre attention.